Bonjour, je suis Léonard Anthony, praticien en hypnose et auteur de Goodbye Fatigue, l'art de ne plus subir sa fatigue et celle des autres. Je suis heureux de partager avec vous un échange en toute simplicité que j'ai eu avec le multiple champion du monde de natation, Camille Lacour. Performance, dépassement de soi, repos, le sportif de compétition évoque son quotidien et sa réflexion sur le sujet. Ensemble, nous partageons nos visions sur les sources de fatigue qui impactent nos vies, mais aussi nos solutions pour reprendre le dessus, pour être plus en forme et dire goodbye fatigue. Bonjour Camille, merci d'avoir accepté ce petit moment où nous allons échanger librement. Nous allons pouvoir prendre un peu de temps pour explorer des thématiques qui sont en lien donc avec les travaux que je mène, celle de la fatigue, et voir qu'est-ce que ça veut dire pour vous la fatigue, qui est un compétiteur international qui avait remporté énormément de compétitions à des niveaux qu'on n'imagine même pas. Et qu'est-ce que ça peut aussi avoir comme résonance pour des gens qui n'ont pas évidemment ce cheminement-là, mais dont votre parole pourrait être inspirante. Voilà, donc encore une fois, un grand merci. Bah, avec plaisir et Et bonjour. donc, si je vous dis fatigue, qu'est-ce que ça vous dit? Ah, ça me dit beaucoup de choses. Alors, déjà, ça résonne comme, un peu comme un arbre, quoi. Il y a beaucoup de branches, derrière le mot fatigue. Il y a la fatigue, quand j'étais sportif de haut niveau, donc la fatigue physique, il y a la fatigue mentale, il y a la fatigue générale et donc le mot fatigue, je pense que c'est un peu, l'arbre qui cache la forêt. On peut mettre énormément de choses dans ce sac-là et et on peut aussi essayer de le dompter, d'essayer de l'amadouer, la fatigue, mais il faut aussi savoir l'écouter. Donc voilà, la fatigue, c'est quelque chose qui peut être un peu vicieux si on n'y fait pas attention. J'aime beaucoup cette image que vous employez d'arbre. Parce que justement, moi, j'ai un certain nombre de personnes qui viennent me voir. Je leur dis, vous savez, la première des choses à faire, c'est de considérer la fatigue. Et c'est ce Mmh. que vous avez aussi souligné. Oui. C'est-à-dire que de lutter contre la fatigue, on perd en fait. C'est une- c'est Ah, pour parce que c'est reprendre un mot. trop large. On sait pas par quoi s'attaquer à quoi Exactement. s'attaquer. Et en général, elle gagne. Si Ah on, bah oui. c'est comme un mur. Beaucoup aussi le mot de dompter, ce qui est un mot que j'emploie pas moi, mais c'est vraiment joli. Cette histoire d'arbre, elle nous ramène aussi à l'écologie du vivant. C'est-à-dire que il y a une jolie notion qui est de dire que ben, si on prend les animaux savent écouter la fatigue. Ils savent s'arrêter pour mieux reprendre. Est-ce que cette idée vous évoque? Ce que ça pourrait me dire, je pense que c'est quelque chose d'inévitable déjà, la fatigue. C'est quelque chose qui, si on c'est la résultante d'un effort. Donc ça peut être un effort mental, ça fatigue, un effort physique, ça fatigue et ne pas la mettre dans l'équation, dans cette boucle, ce serait, une grosse bêtise. J'ai eu la chance d'être sportif de haut niveau. Ma fiancée est une grande sportive, mais pas une sportive qui a fait, du haut niveau. Elle adore juste, courir, elle fait des trails et tout ça et on s'entraîne pas mal ensemble pour la course et quand je l'ai rencontrée, ça y arrivait de courir 5, 6 jours d'affilée et du coup de s'arrêter 3, 4 jours parce qu'elle avait des petites douleurs et j'y ai expliqué que j'ai mis longtemps à l'apprendre, mais la récupération, ça fait partie de l'entraînement. Et alors, elle a mis beaucoup de temps à le comprendre aussi, mais si on arrive à intégrer dans l'entraînement ces phases de récupération, c'est pas pour, c'est pas parce qu'on est feignant et parce qu'on a envie de rester au lit. C'est parce qu'on en a besoin et qu'on a besoin de récupérer. Et en fait, s'il y a cette phase de récupération, on peut mieux travailler derrière. Et donc, voilà, pour en venir à ma fiancée, aujourd'hui, elle fait 2 entraînements, elle fait un entraînement par jour pendant 2 jours, un jour off et elle enchaîne comme ça. Et là, il y a plus de blessures depuis 1 an, tout va bien et c'est parce qu'elle a compris que la fatigue, on peut pas la mettre de côté parce qu'on a envie d'aller courir. Il faut jouer avec, il faut comprendre comment elle se passe et il faut surtout pas la mettre de côté. Je pense que on parlait d'arbre, on peut parler de boomerang aussi pour la fatigue. Si on essaye de l'envoyer très très loin, elle revient puissance 1000 et on la prend derrière la nuque. Et donc ça, c'est vraiment la fatigue physique, mais pour la fatigue mentale, elle est encore plus violente parce que je vais pas vous l'apprendre, mais ça arrive en blackout et là, c'est violent quoi quand la fatigue mentale elle prend le dessus, il y a plus rien qui fonctionne. Donc voilà, c'est vraiment moi ce que j'ai compris quand j'étais sportif de haut niveau, c'est vraiment qu'il fallait faire avec et qu'il fallait essayer de l'avoir en allié et pas un adversaire.
Et je trouve qu'il y a là aussi plein de choses très inspirantes dans ce que vous êtes en train de dire. C'est que, en prenant cet exemple proche de votre compagne, ce que vous nous dites, c'est que même si on est sportif amateur, il faut commencer tout de suite par intégrer les phases de repos et pas en. Surtout, surtout parce que quand on est sportif professionnel, il y a beaucoup de phases de repos avec des kinés pour éviter les blessures. Donc c'est presque dans un emploi du temps où on est formaté à vraiment devoir récupérer parce qu'on est dans un sport extrême. C'est pris en Et compte. dans la vie, j'allais dire dans la vie normale, enfin dans la vie autre qu'un sportif de haut niveau, Mmh. bien sûr qu'il faut le comprendre parce que ben, elle enchaîne des journées de travail. Derrière, elle va courir. Si elle fait ça pendant 5 jours, à la fin, le week-end, elle va le subir avec la fatigue, elle va être de mauvaise humeur. Et enfin, c'est comme tout le monde. Donc, il faut vraiment essayer de dompter ça et écouter son petit schéma intérieur. Là, vous venez de dire une chose très importante aussi. Vous avez mis en relation le fait donc d'une activité qui a priori est bénéfique, faire du sport, mais aussi en corrélation avec la vie quotidienne qu'on a à côté. Et ce que vous venez de souligner et sur lequel je voudrais pointer, c'est attention, les fatigues rentrent en corrélation, c'est-à-dire en plus d'arriver sous forme de boomerang à un moment ou à un autre, elles peuvent aussi s'entrechoquer, c'est-à-dire la fatigue d'une journée de travail. Si vous avez été sous tension pendant toute la journée parce que vous avez eu des difficultés avec vos collègues ou autres, et que vous allez courir et que vous courez la mâchoire serrée et le corps crispé, vous allez doubler la fatigue et même vous faire mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Je suis d'accord, mais ça peut être aussi bénéfique. Alors, allez-y. Voilà, moi j'aime le sport parce que pour moi le sport c'est un moment. Alors c'est dur de s'y mettre pour tout le monde, même pour les sportifs de haut niveau. Mais maintenant que j'ai arrêté ma carrière, moi je cours pas mal. Et c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai pas envie de mettre mes baskets. Et une fois que je suis sorti de l'appart et que j'ai commencé à faire 5-6 foulées, je suis content d'y être. Et là, par contre, la journée a beau être difficile, alors je vais pas puiser dans mes réserves parce que j'ai pas envie de rentrer dans une fatigue un peu trop élevée. Mais par contre, aller courir 40 minutes, parce que je fais plutôt des longs footings d'habitude, et qui sont rarement en dessous d'une heure. Et là, quand je suis fatigué, je cours 40 minutes histoire de me vider la tête. C'est vraiment, pour moi, c'est salvateur, quoi. J'ai l'impression que tous les problèmes de la journée glissent sur moi. Quand je finis ma douche, je suis un peu plus détendu. Alors, il y a évidemment la fatigue physique qui arrive, mais elle a pris la place de la fatigue mentale. Et je pense que la fatigue mentale est plus épuisante que la fatigue physique. Parce qu'elle pèse, elle est moins facile à. Enfin, on sait qu'une fatigue. Enfin, en tout cas, moi, je l'aperçois comme ça. Une fatigue mentale, on va passer une nuit. La nuit sera pas forcément bonne si ça nous tourne en boucle dans la tête. Alors qu'une fatigue physique, au contraire, comme on dit quand on fait du sport, on va casser le lit, quoi. On s'allonge, on est heureux de se reposer, et le lendemain, on sait que cette fatigue sera passée et qu'on n'aura vraiment que les bienfaits du sport. Et maintenant que j'ai arrêté le sport de haut niveau, c'est vrai que le sport, pour moi, c'est vraiment cet apport. C'est vraiment faire passer les problèmes du quotidien ou les petites choses qui sont désagréables, voilà, par un moment plus agréable. Aujourd'hui, moi, je vais courir avec ma fiancée, mon fils dans une poussette spéciale pour courir et mon chien. On a l'impression qu'on part presque en camping-car en mission quand on va courir. C'est un peu une galère, mais c'est un kiff de fou. Donc, et chaque fois que je cours, je me rappelle surtout que c'est quelque chose de bénéfique pour moi. Je le fais parce que ça me fait du bien et parce que j'ai envie de le faire. J'essaye de rester connecté quand je cours. C'est-à-dire que je veux pas justement penser aux fatigues mentales ou aux choses négatives. Quand je cours, justement, j'essaye de les enlever. Alors, on peut en parler, on peut y penser en se disant, bon, il y a eu ça, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez. Quelque chose que j'aurais pas imaginé comme ça, qui m'a pris de l'énergie, mais c'est pas grave. Comment je vais faire pour le surmonter? On trouve des solutions. Moi, c'est ce que je fais quand je cours, c'est j'essaye vraiment d'être positif dans tout ce que dans toutes mes pensées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et ça me fait du bien d'y penser quand je cours, parce que évidemment, il y a autre chose. Et j'aime ce côté détaché qu'on n'a pas forcément quand on est en train de répondre à un mail qui pose des C'est problèmes. difficile. Voilà, quand on court, on a un peu plus ce recul, et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et que j'aime utiliser. Alors, pour compléter ce que je disais tout à l'heure en vous écoutant, je dirais que ce que vous nous apprenez, c'est que même quand on a une journée difficile et qu'on est un peu tendu, c'est la dynamique dans laquelle on va courir qui va changer les choses. C'est-à-dire ce que je voulais souligner tout à l'heure, c'est si vous allez la mâchoire serrée, les jambes crispées et que vous courez
dans cette même crispation, c'est-à-dire dans la journée dans laquelle vous étiez, vous pouvez vous blesser. Ou en tout cas, vous faire des contractures. Par contre, si on fait ce que vous dites vous, c'est-à-dire d'y aller, même si c'est difficile, vous avez raison, je crois qu'on a tous, quand il pleut, du mal à mettre des baskets et d'aller courir. Bah, même Eh quand il bien, faut des fois. ouais, eh bien, si vous y allez et que vous entrez dans un effet d'entraînement, c'est-à-dire vous laissez prendre par le mouvement et que vous, très vite, vous lâchez, vous entrez dans une positivité de ce qui vous entoure et de ce que vous êtes en train de faire, alors la charge mentale de la journée, la fatigue cumulée, va pouvoir partir. Je vous dis pourquoi je vous racontais ça, parce que moi, j'ai enseigné le yoga nidra, qui est une forme de yoga immobile. Et j'ai travaillé avec beaucoup de professeurs de yoga qui m'expliquaient que, effectivement, le soir, quand ils donnent des cours à 19h, ils ont des gens qui se blessent en faisant du yoga, ce qui est quand même, a priori, naturellement contradictoire. Et parce que ces gens arrivent avec l'idée de se détendre de toute force. Vous voyez, je vais faire une posture et je vais y aller à fond dans la posture. Or, on peut se faire très mal quand on essaye d'être extrême dans une posture. Alors que justement, l'idée, c'est exactement ce que vous décrivez, c'est d'être dans le geste, d'être dans le mouvement. Si vous habitez le geste, vous ne pensez plus à autre chose et vous dites, attends, je respire dans ce que je suis en train de faire. Et j'imagine que c'est la même chose dans la course, c'est-à-dire je respire en courant, parce que si je respire pas, je m'asphyxie. De toute Si je façon, la m'asphyxie, je respiration, m'épuise. Qu'est-ce que vous en pensez? je pense que la respiration, c'est la clé de tout, de toute façon. Ça passe par là. J'ai l'impression que c'est un peu, si on garde une image, un, un endroit où un genre d'épuisette, la respiration. Chaque fois qu'on respire, on a l'impression qu'on enlève un petit déchet, un autre déchet. Et quand on court, on respire plus que si on reste dans son canapé. Et ça nettoie un peu cette fatigue mentale. Pour moi, c'est comme ça que je l'imagine en tout cas. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que, en tout cas, dans toutes les civilisations, qu'elles soient ancestrales, on a vu un souhait et un vœu de théoriser même sous différentes façons la manière de respirer. Par exemple, en Inde, donc, où il y a le yoga est né, il y a toute une technique qui s'appelle le pranayama, qui a consisté à dire il y a plein de façons de respirer. Et d'apprendre à maîtriser les différentes façons de respirer va permettre d'oxygéner et l'esprit et le corps. Parce que justement, dans toute cette civilisation, on n'a pas dissocié l'un et l'autre. Les deux sont intriqués et liés, en fait, en permanence. Et la respiration a joué un rôle fondamental. Et alors moi, quand j'ai appris à nager tard, parce que Camille, je vous fais une confession, moi j'étais aquaphobique et j'ai appris à nager à l'âge de 24 ans quand j'ai eu un enfant et qu'il fallait absolument savoir nager parce que j'ai eu un accident dans l'eau une fois et je pouvais pas mettre plus, enfin, au-delà de mes chevilles, c'était la panique, quoi. C'est encore plus beau que d'apprendre à nager quand on n'a pas peur, hein, de surmonter ses peurs. Ah, ça a été, en tout cas pour moi, ça a été de l'ordre du miracle. Le jour où j'ai mis la tête sous l'eau, j'ai découvert un monde et j'ai découvert un endroit où je pouvais pratiquer la méditation que je ne soupçonnais pas. Ouais. Juste un mot là-dessus, parce que c'est vrai que, par exemple, justement, le fait, moi j'ai étudié la méditation toujours en Inde du Sud et où j'ai médité dans des forêts à 4 heures du matin pendant 4 heures, 5 heures. Et j'ai vu la nature s'éveiller alors que j'étais moi-même dans un état de conscience extrêmement modifié. Et j'ai retrouvé ça quand je nageais longtemps. Alors, il m'a fallu quelques années, bien sûr, pour arriver à nager comme ça. Mais où aussi, ayant travaillé la méditation, j'avais des temps d'apnée. Alors, évidemment, je ne suis pas apnéiste, mais je pouvais rester 2 minutes 30, 3 minutes sous l'eau en contrôlant ma respiration. Et je retrouvais exactement ces mêmes sensations que dans la forêt, mais dans une autre dimension, puisque l'eau nous porte. Et au fond de la piscine, où tout d'un coup, on voit les racines comme toutes ces jambes qui nagent au-dessus de vous, vous pouvez totalement trouver un apaisement. Et là aussi, c'est extrêmement reposant, je trouve. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Alors c'est vraiment, je crois que c'est pour ça que j'adore l'eau. Depuis tout petit et depuis enfant, c'est le fait d'être dans ce faux silence. Parce que quand on est dans l'eau, on a un bruit sourd. Donc c'est pas le silence, mais on a l'impression d'être un peu coupé du monde et à la fois tout proche. Et bon, l'expérience et l'âge a fait que je peux mettre des mots sur ça, mais depuis tout petit, j'adore être vraiment dans cet élément parce que il me fascine. Enfin, ce côté essayer de trouver des appuis pour avancer dans un élément qui est liquide et qui est du coup par définition pas domptable. Enfin, j'adore tout ce qui est très étrange dans la natation. Et aujourd'hui que j'ai arrêté la compétition, j'aime toujours l'eau et ce que je retrouve vraiment dans ce que vous dites, c'est à la plongée.
La plongée sous-marine, alors avec les bouteilles, c'est vraiment quelque chose que je trouve d'apaisant et vraiment une déconnexion totale. Parce que, bah, une fois encore, il y a vraiment la respiration où on respire tranquillement avec la bouteille, on est vraiment en osmose avec la nature. Et je pense que la plus belle expérience que j'ai eue avec ça, c'était aux Philippines pour plonger là-bas et pour regarder justement, c'était plus pour regarder la dégradation de la nature malheureusement. Et on a fait une plongée de nuit avec la full moon et, Waouh! et on s'est posé à un moment donné sur le fond à une dizaine de mètres avec la lune au-dessus de l'eau. On a éteint toutes les lumières et c'était un moment mais de plénitude extraordinaire. Et je pense que l'eau apporte ça parce que déjà on a une apesanteur donc on n'a pas un peu le poids de nos problèmes en fait. Voilà, on est vraiment tout léger, on est détendu. La respiration va avec, et en plus, quand il y a cet apaisement, ce grand noir, moi je me rappelle me voir. Alors il faut pas être flippé de l'eau par contre, parce que ça peut être impressionnant. Mais moi j'adorais me sentir minuscule, parce Mmh. qu'on est vraiment insignifiant. Alors on était à 10 mètres sous l'eau, on voyait, vu qu'on avait éteint les lumières, on voyait juste la surface, mais autant à 2 mètres de nous, il y avait un énorme poisson qu'on ne pouvait pas voir. Et j'avais trouvé ça fantastique et j'étais vraiment dans une plénitude extraordinaire. Et je pense que l'eau apporte ça. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être profond pour être vraiment à l'aise, quoi. Même si on est à 30 centimètres sous la profondeur, enfin sous la surface de l'eau. Euh, J'aime pas beaucoup la douleur de l'apnée. Tout à l'heure, vous parliez d'apnée. Je trouve que c'est assez contre nature. Alors, je comprends qu'on Complètement. peut être bien aussi, mais c'est pas quelque chose que moi j'adore, la douleur dans le ventre quand ça me tord les boyaux. J'ai aussi fait de l'apnée, je tenais quelques minutes aussi, mais c'est pas quelque chose que où j'ai beaucoup, où j'étais vraiment plus relâché, alors qu'avec les bouteilles, même à 30 centimètres de la surface, allongé Bien sur le sûr. sable, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc vraiment, moi je le conseille à tout le monde et c'est juste une question de respiration et de plénitude, quoi. C'est génial. Alors, je voulais juste faire un petit focus sur un sujet dans la continuité de ce que vous venez de dire, qui est le rapport à justement à la respiration. Et je pense à une histoire qui me revient. C'est moi, je suis asthmatique et j'avais lu dans votre livre que vous aviez été aussi un peu asthmatique enfant. Et évidemment, l'asthme, c'est un problème de respirer. On a l'impression de ne pas être capable de respirer. Tout d'un coup, on a cette oppression sur les poumons. Et moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, justement, de nager et d'avoir respiré, parce que tout d'un coup, l'eau qui est un milieu qui pèse sur vous, eh bien, vous amène justement à avoir à changer votre rapport à la respiration. Et je pensais à une personne qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais enfant, qui s'appelait Mark Spitz, qui a remporté aussi quelques compétitions Ah ouais, ah bah oui, et qui était un asthmatique sévère. ouais. Sévère et très grave. Et il y a beaucoup d'asthmatiques dans les piscines. Oui, et vous pouvez nous raconter un peu? Je sais pas si c'est peut-être. Je pense que pour Marspit c'était différent parce qu'ils n'avaient pas le même entraînement que nous. On était, 1972. ouais, ouais, c'était il y a quelques temps, mais un immense champion. Il a fait évoluer notre sport. Et alors moi, j'ai pas été asthmatique sévère. J'avais des bronchites asthmatiformes quand j'étais petit, et j'ai pas commencé à nager forcément pour mon asthme. Et quand j'étais un petit peu plus grand, j'avais des crises bah, toujours allergiques. C'est-à-dire que c'était quand, pour peu qu'on coupait le gazon à côté de la piscine quand je nageais, ah, il n'y avait pas bon. C'était crise d'asthme assurée. Et sinon, le reste du temps, c'était pas vraiment handicapant pour moi. Donc, euh, et la réelle difficulté de ça, c'était simplement que pour pouvoir prendre de la ventoline de temps en temps quand j'avais des crises d'asthme, j'étais obligé de passer un IUT, ça s'appelle dans le sport de haut niveau. Et donc, bah, pour tous les asthmatiques qui vont m'écouter, ils vont savoir, on me met sur un vélo avec un respirateur. Et dans le respirateur, on m'envoie des éléments allergènes pour voir si j'ai une vraie crise d'asthme. Et ils n'ont pas le droit de nous envoyer de la ventoline avant 4 minutes. Et j'étais allongé par terre. Je croyais que j'allais mourir. C'est la première fois que j'ai cru que j'allais vraiment mourir. Et c'était un jeune qui faisait ça parce que d'un moment, il n'y a jamais de problème. Et il y a le docteur qui arrive en courant et il dit mais donnez-lui quelque chose, donnez-lui quelque chose. Et le jeune, il dit
Non, mais ça fait pas 4 minutes, mais vous êtes con ou quoi? Vous voyez bien? Et j'étais là: «Si j'ai un peu de force, je vous tue», je disais, je disais. Et c'était le seul vrai problème dans ma carrière, c'était on devait le repasser tous les 2 ans et c'était ma hantise. Souvent, je prenais pas de Ventoline pendant longtemps et jusqu'à ce que j'ai une crise d'asthme où je me disais: «Bon, il faut vraiment que je retourne passer cette IUT», mais parce que c'était ma hantise de passer ce test. Ah, c'est fou cette histoire. Mmh. Et est-ce que vous encouragez aujourd'hui les jeunes qui ont de l'asthme, donc d'aller nager? Je les encourage à faire du sport, de toute façon, parce que, j'ai déjà eu justement quand j'avais pas d'IUT, donc l'IUT c'est, l'autorisation de prendre des produits qui sont sur la liste interdite. Parce que la ventoline n'est pas vraiment dopante, mais elle est sur la liste Et interdite. les Donc corticoïdes, il ouais. faut avoir, une dérogation pour le faire. Et vu que ce test était vraiment violent pour moi, j'essayais de pas le faire et quand, les 2 ans passaient, j'ai déjà eu des crises d'asthme et j'ai réussi à les calmer, en calmant ma respiration, quoi. Alors, parce que c'était pas des grosses crises d'asthme qui mettaient ma vie en Bien péril, sûr. mais par contre, j'avais une demi-heure difficile où je me relevais, je me mettais assis, je respirais tout doucement et je pouvais me rendormir derrière. Et donc j'ai compris que donc dans une forme grave, il faut aussi être, avec des médicaments. Bien Mais sûr. par contre, ça passe aussi par ça. Donc, aller faire du vélo, de la course, de la marche même, ça va aider à comprendre cette respiration, comment fonctionne ce cycle. Et même si à un moment donné, il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, on peut céder de médicaments, mais on peut aussi se poser et respirer plus calmement et ça va aider à passer plus vite. Et donc d'apprendre, on en revient, hein, d'apprendre à respirer, Mmh. de respirer posément, c'est ce que vous venez de nous dire, nous permet de changer notre rapport, y compris dans ces circonstances. Et ça transparaît dans plein d'autres domaines de la vie, Tous tous les les domaines. moments. Avant les rendez-vous importants, avant les moments importants de nos vies. Moi, j'utilise aussi la respiration, pour les moments positifs, quand je sais que je suis en train de vivre quelque chose de fort. Enfin voilà, j'ai un petit bébé aujourd'hui qui a 7 mois et donc c'est fou rire sur fou rire et chaque fois qu'on prend un fou rire, je sais que j'essaye d'imprimer ce fou rire, ce moment, et ça va avec une certaine respiration, une certaine plénitude et il faut la vivre pleinement et ça passe par la respiration et je sais que je cale une certaine respiration quand il y a des moments forts comme ça de ma vie et donc je m'en sers vraiment tout le temps. Bon, je crois que c'est la plus belle des conclusions possibles, apprendre à Ouais. respirer, y compris dans les très beaux moments. Merci beaucoup Camille Lacour pour ce temps et Avec grand cette très plaisir. belle échange. Merci beaucoup. Comprendre l'importance de la récupération et la nécessité de savoir s'écouter, que l'on soit sportif aguerri ou amateur. Comprendre la notion de se vider la tête dans l'effort et l'impact de la nature sur notre énergie physique et mentale. Apprécier la sensation de se sentir minuscule sous l'eau. Faire un effort physique dans le bon état d'esprit. Apprendre comment faire cohabiter certaines pathologies comme l'asthme et le sport. Encourager les plus jeunes à faire de même pour ne pas craindre l'activité physique et apprendre à respirer dans tous les domaines de la vie. Je dirais même apprendre à respirer la vie. Voilà quelques pistes que j'ai retenues de notre conversation. Il y en a évidemment bien d'autres. Si vous voulez approfondir le sujet, vous trouverez d'autres clés dans mon ouvrage Goodbye Fatigue.